Alors on poursuit avec un autre militant qui vient pour la première fois à l'antenne de Radio Courtoisie. C'est Damien Rieu, porte-parole de Génération Identitaire, qui vient de Lyon. Alors, il est passé à plusieurs reprises dans les médias officiels. En revanche, c'est la première fois qu'il intervient à l'antenne de Radio Courtoisie. J'avais reçu Fabrice Robert dans le Libre Journal des idées politiques, l'un des responsables des identitaires. C'était en octobre 2007 sur la question de l'identité. Mais je crois qu'après 6 ans, il serait intéressant de revenir un peu à ce groupe qui fait parler de lui et qui s'illustre notamment avec brio sur les réseaux sociaux, sur Internet ou alors par des actions de terrain qui nous surprennent toujours. Damien Rieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'antenne de Radio Courtoisie. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair, parce qu'il y a plusieurs noms. Il y a Jeunesse Identitaire, Génération Identitaire, les Identitaires, le Bloc Identitaire. Comment s'y retrouver? Tout ça, c'est un peu la même famille avec plusieurs groupes, c'est plusieurs groupes indépendants? Oui, alors il y a aussi toute une histoire. Il faut savoir que chez les identitaires, le mouvement de jeunesse a été créé avant la structure plus adulte, le bloc identitaire. Donc on retrouve différents mouvements de jeunesse. Donc les jeunesses identitaires étaient effectivement le premier d'entre eux. Ensuite, nous avons travaillé pendant 2 ans sur avec un autre mouvement, une autre marque qui s'appelait Une autre jeunesse, où nous avons beaucoup parlé de valeurs, d'éthique, de lutte contre la drogue et de sport. Et puis avec l'élection de François Hollande, nous avons créé un nouveau mouvement, beaucoup plus politique, un retour aux politiques pour notre mouvement de jeunesse avec Génération Identitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les objectifs de ce mouvement ? Alors, on est évidemment donc dans la philosophie identitaire, donc dans la défense de l'identité. Notre objectif dans notre mouvement de jeunes, c'est à la fois de créer une communauté militante, active, et des cadres, une école de cadres, une école de formation de patriotes, d'identitaires, qui sont prêts à militer après, soit au bloc identitaire, soit dans des structures, des associations, puisqu'on travaille énormément dans la métapolitique aussi. On sera d'ailleurs rejoint dans quelques minutes par Jean-David Catin, qui est le responsable des camps de formation des identitaires et qui nous exposera un petit peu plus la doctrine ou les points forts qui sont mis en avant par les identitaires. Mais alors, un point sur lequel vous êtes très connu, ce sont évidemment tous les coups que vous faites. Médiatiques, alors qu'ils ne sont pas que des coups médiatiques, mais en tout cas qui médiatisent énormément vos actions. On pense évidemment à l'occupation du siège du Parti Socialiste à Solferino, ou encore l'occupation d'une mosquée en construction à Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces expériences, sur ces motivations, sur le pourquoi Oui, alors concernant la mosquée de Poitiers, c'était notre action de lancement du nouveau mouvement Génération Identitaire. Donc nous avions pour but de réclamer un référendum sur la construction de mosquées et sur l'immigration en France, parce que nous considérons que nous n'avons jamais demandé l'opinion des Français à ce sujet. En tout cas, on l'a jamais respecté, puisque les sondages montrent que les Français sont majoritairement ont une position tranchée sur ces sujets-là. Donc on voulait faire une action effectivement symbolique, puisque c'était sur le siège de la bataille de Poitiers, dans une mosquée qui est une mosquée de provocation, une mosquée qui est installée là, une mosquée cathédrale gigantesque qui est installée sur le site de la bataille de Poitiers. Donc voilà, on a répondu à la provocation par la provocation, sauf que la nôtre est légitime. Et Solferino, alors Solferino, alors c'était le 26 mai, lors d'un week-end de manif pour tous. Il y a eu beaucoup de projets, d'actions de différents groupes, et nous, on a choisi de frapper en plein cœur du pouvoir, là d'où tout part cette attaque contre la famille. Donc, on a décidé, effectivement, d'envahir le siège de Solferino, le toit plus exactement. Donc, nous sommes montés avec une vingtaine de camarades au sommet sur le toit de Solferino, où on est resté presque 1 heure, et puis ensuite on a eu le droit à un procès, on a eu le droit mais ça s'est bien terminé, puisque comme d'habitude la solidarité a joué, donc tout s'est bien passé pour nous. Mais encore une fois, c'était montrer au pouvoir que on pouvait le déstabiliser, et puis c'était aussi montrer à quel point Manuel Valls est un ministre de l'Intérieur totalement incompétent, absolument incapable de défendre le siège de son propre parti, donc encore moins de défendre la France de l'intérieur. Alors, vous parlez de solidarité, vous avez lancé des campagnes, dont une qui s'intitule Campagne solidaire.
En quoi oui, c'est Génération Solidaire, hein, donc c'est une campagne que nous avons lancée, alors pas cet hiver, mais l'hiver dernier, puisque nous entendions cette fois-ci dénoncer le 2 poids 2 mesures sur l'hébergement des sans-abri, à savoir que lorsque on est rom ou lorsqu'on est clandestin, la préfecture peut vous offrir une chambre d'hôtel pour tout l'hiver, mais lorsque vous êtes français de souche, vous n'avez plus qu'à mourir dans la rue. Et d'ailleurs, on voit qu'à chaque fois qu'il y a des morts dans nos rues l'hiver, ce sont des Français de souche. Donc c'est ce 2 poids 2 mesures absolument inacceptable, cette discrimination négative que nous entendions dénoncer. Et donc nous avons pour ça mené une campagne de solidarité, donc avec des groupes militants de jeunes filles et de jeunes hommes qui sillonnent les rues des villes où nous sommes présents et qui distribuent des couvertures, de la nourriture et surtout qui essayent de recréer du lien social avec ces personnes-là qui sont dans le besoin, dans l'objectif politique de dénoncer effectivement cette situation. Autre campagne plus récente, Génération Anti-Racaille. Oui, tout à fait. Alors avec Génération Anti-Racaille, cette fois-ci, c'est le problème de l'insécurité qui nous a intéressés. Hein, donc c'est une campagne qu'on a lancée à cette rentrée. Donc cette fois-ci, on constate, nous, que les jeunes sont en première ligne dans l'insécurité parce qu'ils prennent les transports en commun, parce que dans le lycée, on choisit pas forcément son lycée, son collège, etc. Donc on se retrouve avec des populations difficiles et qui prennent souvent les petits Français de souche pour des victimes. Donc il était temps de faire passer un message à la fois à nos adversaires, à nos ennemis les racailles, en leur faisant comprendre que avec Génération Identitaire, nous allions relever la tête. Il était temps aussi de montrer un exemple et de montrer aux petits Français, ce qu'on appelle les petits blancs, les babtous, qu'ils doivent se montrer solidaires, ils doivent s'entraîner à réagir en cas d'agression, ils doivent être forts, ils doivent plus baisser la tête de façon à mettre un terme aux agressions, puisque l'on constate évidemment que, comme d'habitude, notre État est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Donc aujourd'hui, on en est à ça. Inscrivez-vous dans les clubs de sport, apprenez à vous défendre, apprenez à être solidaire, ne prenez pas des photos quand c'est un ami qui se fait agresser, mais allez l'aider. Et la racaille ne s'attaquera plus à nous, puisqu'elle ne s'attaque évidemment qu'aux faibles, qu'aux seuls, voilà. Donc ça, c'est l'objectif de notre campagne. On a une proposition qui me paraît intéressante de souligner dans cette campagne. Nous voulons que dans les lycées, il y ait des après-midi d'initiation, de formation au risque d'agression, et dans les enceintes scolaires, c'est important. Il y a des journées contre la drogue, des journées pour la prévention routière, et il n'y a absolument rien pour les agressions et pour savoir comment réagir, que faire en cas d'agression, quel est le bon comportement à adopter, et si jamais il n'y a pas d'autre possibilité, savoir se défendre. Donc c'est une proposition que nous posons sur la table, et nous espérons qu'elle sera retenue par le ministère de l'Éducation nationale, sans grand espoir évidemment. Vous organisez aussi un camp de formation ? Tout à fait. Alors c'est un camp, nous sommes à la 10e ou la 11e édition. C'est un camp identitaire très important qui réunit chaque année une centaine de personnes. C'est quelque chose qui dure dans le temps, et c'est vrai que dans nos mouvements, c'était assez rare, donc il faut souligner, c'est le 10e ou 11e camp, c'est la 3e semaine d'août. Et ça dure une semaine, c'est pas un week-end prolongé, ça dure une semaine, c'est une véritable expérience, je dois dire, qui change tous les militants qui font ce camp. Il y a un avant et un après-camp, il y a un esprit Génération Identitaire qu'on adopte à l'issue de ce camp. Donc c'est une étape importante dans la vie d'un militant, et c'est une grande réussite. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que je reçois Damien Rieu, le porte-parole de Génération Identitaire, qui est également le responsable de la Traboule à Lyon. La Traboule, vous avez sans doute entendu parler, c'est cette maison identitaire qui offre un lieu de rassemblement. Enfin, je vais plutôt me tourner vers son responsable qui nous expliquait l'origine de ce lieu et les objectifs de ce lieu. Oui, alors les identitaires ont toujours travaillé dans la création d'une communauté de Français de souche, par défaut. C'est-à-dire qu'il y a une solution du pire et une solution du meilleur. La solution du meilleur, c'est évidemment l'électoral, le combat politique. Mais le jour où nous serons minoritaires démographiquement et que
si nous avons l'ambition et l'espoir de ne pas disparaître, nous devons préparer ce jour-là, malheureux s'il arrive, et créer une communauté. Et dans cette perspective, nous avons créé des maisons de l'identité, donc c'est-à-dire des lieux, des bases de reconquête, enracinées dans des quartiers, dans des villes. Donc il y en a une à Nice, il y en a une à Lyon, il y a des projets très sérieux dans 2 autres villes, ou des projets plus discrets. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'aller dans le concret et de créer des bases de reconquête. Donc une maison de l'identité, c'est quoi ? C'est un lieu de conférence, c'est un lieu de rencontre, de soirée, un lieu où on peut faire du sport, un lieu où on se rencontre entre militants, loin des prix prohibitifs des bars habituels, et loin de la racaille pour voilà, ces espaces de liberté, de sécurité. Très important. Donc à Lyon, la Traboule existe depuis plusieurs années maintenant. À la base, c'est un projet qui s'est fait donc avec je dirais une bande d'amis dont je faisais partie, très déterminée, qui a décidé d'épargner des sommes d'argent pour lancer le projet. Et voilà, aujourd'hui, c'est un projet qui vit bien, qui vit très bien, qui est autofinancé par les dons et par un bar associatif qui nous permet de faire vivre ce lieu. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que nous allons continuer à nous développer, puisque nous allons créer, et c'est aussi dans le cadre de la campagne Génération Anti-Racaille, une salle de sport ouverte, une salle de musculation et une salle où on pourra apprendre la boxe, le self-défense. Nous allons ouvrir une salle de sport en plus des pièces que nous avons actuellement. Nous allons nous agrandir et nous allons proposer gratuitement bientôt une salle de sport aux jeunes Lyonnais qui souhaiteront s'entraîner dans des clubs où ils ne rencontreront pas leurs agresseurs, comme c'est souvent le cas malheureusement. Alors agresseurs, ils peuvent les rencontrer que lorsqu'ils viennent directement chez vous, puisque régulièrement dans les médias on annonce la venue de militants d'extrême gauche à la Traboule, ou la volonté de fermer ce local. Oui, où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez un procès ? Est-ce qu'ils vont réussir à vous faire fermer ? Écoutez, je crois qu'ils ont vu que c'était pas possible, parce que nous sommes des gens parfaitement intelligents et parfaitement dans les normes et dans la légalité. Donc ils ont essayé de nous attaquer sur l'administratif, ils essayent de nous attaquer en faisant en essayant de monter les riverains contre nous. Les riverains, on s'entend très bien avec eux, ils voient que ça se passe très bien au quotidien, donc tout se passe bien. Ils ont essayé pendant un an, maintenant ils ont un peu abandonné. Nous avons juste un problème avec le numéro 2 de la mairie de Lyon, qui est le député du Parti Socialiste Jean-Louis Touraine, et qui essaye de nous faire fermer depuis des années, et avec lequel nous avons un petit différend, puisque nous avons lors d'une action humoristique dénoncé son étrange fiscalité, puisque Monsieur Touraine comment dirais-je, a un compte aurait des comptes dans des îles paradisiaques, et voilà, on est un peu allé le chatouiller en retour pour le remercier de ses bons sentiments à l'égard de la Traboule. Il ne l'a pas apprécié et du coup il nous en veut à mort, mais quelque part on a gagné notre victoire contre Jean-Louis Touraine, puisqu'apparemment il ne sera pas sur la liste de Gérard Collomb aux prochaines élections, notamment à cause de cette affaire. Donc voilà, il s'est attaqué à nous et visiblement c'est pas lui qui va gagner. D'accord, donc une action toujours offensive ou contre-offensive lorsque vous êtes attaqué. Tout à fait. Toujours avec, en utilisant les moyens de communication les plus modernes, toujours avec un petit sens de l'humour, là, de dérision. En tout cas, ça a été le cas pour Touraine, parce que j'avais vu la vidéo. Oui, effectivement. Bon, c'est toujours plus difficile de raconter une action et de la rendre aussi drôle, mais concrètement, vous étiez déguisé en habitant des îles. Oui, voilà, on avait alors, voilà, c'est ça, on avait la moitié de nos militants qui étaient déguisés, donc effectivement, ce qu'on pourrait appeler en plagistes, et puis l'autre moitié en hommes d'affaires, et puis nous avons distribué des faux billets, nous avons 20 000 faux billets, à l'effigie d'un cabinet, le cabinet Touraine et Cahuzac, un cabinet d'optimisation fiscale. Voilà, c'était une blague que visiblement M. Touraine n'a pas appréciée, puisqu'il nous poursuit aujourd'hui là-dessus. Mais voilà, c'était une petite action humoristique. Il y avait du sable en bas de chez lui. Enfin voilà, on essaye toujours de faire passer des messages avec humour. Ça passe toujours beaucoup mieux. Toujours à Lyon, est-ce que vous pouvez nous parler de Lugdunum Sum et du Muscadin ? Oui, alors ce sont 2 initiatives. Donc comme vous savez, les identitaires travaillent beaucoup en dehors du terrain électoral, donc dans la métapolitique, donc le sport, l'associatif, l'humanitaire, le culturel. Lugdunum Sum est une marche que nous organisons depuis 5-6 ans maintenant, qui rassemble au départ 100 personnes, qui en rassemble aujourd'hui 500 chaque année, donc chaque 8 décembre. Nous critiquons avec cette marche la dérive commerciale de la fête des Lumières, qui est devenue un petit peu une fête sponsorisée par la
SNCF, GDF, et une fête organisée par la mairie qui n'a plus aucun sens identitaire, qui n'a plus aucune connexion avec l'histoire de Lyon. Et donc, nous organisons cette marche chaque année pour retrouver le vrai sens de cette fête, qui est une fête pour honorer la Vierge Marie. Le Muscadin, donc, c'est un petit journal que nous distribuons aux riverains de la Traboule, donc aux habitants du Vieux-Lyon, parce que la Traboule est située dans le quartier historique, le quartier ancien de la ville de Lyon. Et donc, le Muscadin, c'est un journal qui est assez particulier, qui a une maquette, je dirais, en forme de parchemin, une maquette médiévale, et qui a son petit succès, qui nous permet un petit peu de montrer ce qu'on fait à la Traboule, nos initiatives, de nous expliquer un petit peu sur nos projets. Ces deux initiatives qui font partie des nombreuses associations et idées que nous essayons de mettre en place. Damien Rieu, merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Génération Identitaire et le responsable lyonnais de la Traboule. Nous allons revenir avec vous sur un tout autre sujet, mais vous allez rester avec nous dans le studio. Nous recevons un de vos amis, Jean-David Catin. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Radio Courtoisie. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable du camp de formation que nous a présenté tout à l'heure Damien Rieu. Et vous allez nous présenter aussi les ouvrages que vous avez publiés récemment, ou en tout cas votre maison d'édition, ou une maison d'édition amie, les éditions ID, IDE accent aigu ES, ont publié. Et je pense notamment peut-être au dernier, qui est intitulé Antimondial et pro-local, dans lequel vous développez un petit peu la charpente intellectuelle, les idées fortes des identitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jean-David Catin ? Oui, alors l'objectif des éditions ID n'est pas de réinventer des concepts, d'être des avant-gardistes, c'est surtout d'être des pédagogues, des simplificateurs pour des militants et pour des personnes qui sont sympathisantes à notre cause. Et donc, on a pensé aujourd'hui que dans le contexte de la mondialisation qui menace nos identités, qu'il était important de faire un livre sur la mondialisation et la réponse que nous, en tant qu'identitaires, on peut y apporter, c'est-à-dire le localisme, le fédéralisme, l'identité régionale, etc. Alors on va revenir sur ces différents points. Je ne vous ai pas présenté, je vais vous présenter un petit peu plus. Vous êtes militant depuis l'âge de 17 ans chez les Identitaires, vous êtes aujourd'hui âgé de 28 ans et vous êtes notamment illustré lors de la campagne pour l'interdiction des minarets en Suisse. Une campagne victorieuse puisque 57% des Suisses avaient voté l'interdiction de ces minarets en novembre 2009. Donc la Suisse, vous connaissez très bien et vous avez notamment rédigé l'article le dossier sur fédéralisme et démocratie semi-directe. Pour vous, la Suisse est un exemple et il y a deux éléments en tout cas que vous vous invitez à copier ou à analyser un peu plus précisément, le fédéralisme suisse et la démocratie directe. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jean-David Catin ? Alors c'est absolument pas par chauvinisme, je sais faire le point dans ma poche quand il s'agit de chauvinisme. Mais effectivement, quand on voit sur ces dernières années les votations victorieuses pour nos idées qu'il y a pu y avoir en Suisse, on se dit que ce modèle-là est très intéressant. Alors bien sûr, il y a eu les minarets, mais il y a aussi eu l'expulsion des criminels étrangers un an plus tard. Quelques années avant, il y a eu le durcissement du droit d'asile, le durcissement de la loi sur les étrangers, et j'en oublie encore beaucoup. Mais ces votations-là permettent, on l'a vu, d'exprimer une volonté populaire qui, bien souvent, sur les thématiques identitaires, rejoint nos préoccupations. Et d'ailleurs, c'est pas un cas uniquement suisse. On a vu lors de nombreux sondages qu'il y a eu en Europe après la votation sur les minarets que les Français, les Espagnols, les Allemands, les Scandinaves, tout le monde aurait voté largement oui à cette initiative pour l'interdiction des minarets. Donc effectivement, ça rend, outre que ça respecte l'idéal européen d'homme libre et de démocratie populaire, on voit également que d'un point de vue pragmatique, les gens pensent comme nous sur les thématiques identitaires, et donc ça nous pousse à propager cette idée partout en Europe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est organisée en Suisse cette démocratie directe ? C'est assez simple de pouvoir initier une loi. Vous pouvez nous donner un petit peu les différentes modalités de participation des citoyens suisses à leur destinée ? Il y a plusieurs sortes de référendums. Il y a le référendum d'initiative populaire qui, lui,
est un projet de loi qui peut être écrit par des citoyens ou un citoyen et qui doit rassembler 100 000 signatures en l'espace de 18 mois. Donc là, ça enclenche un processus qui aboutit à une votation. Si la majorité du peuple et des cantons est d'accord, cette loi doit être entérinée. Il y a le référendum facultatif, c'est-à-dire quand une loi est votée par le Parlement, un comité référendaire peut dire nous ne sommes pas d'accord et doit rassembler dans ce cas en 6 mois 50 000 signatures. Et donc là, de nouveau, la loi passe en votation et suivant le résultat, si elle a 50% cette fois des voix contre elle, elle ne passe pas. Et après, il y a des lois, des modifications de la Constitution qui, par exemple, doivent passer automatiquement en votation. Donc des grandes décisions comme par exemple l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne ne pourraient pas se faire au Parlement, elles devraient obligatoirement passer devant le peuple. Alors Jean-David Catin, donc cadre des identitaires, vous avez publié Anti-mondial et pro-local. Dans cet ouvrage, il y a un thème récurrent qui sert de fil conducteur. C'est la question, pour faire face au mondialisme, la question de la localisation ou de la relocalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu cette notion ? Alors, le localisme, l'idée générale, donc moi je n'ai pas écrit sur ce thème-là, mais je peux vous en brosser les principaux axes. Le localisme, d'un point de vue économique, consisterait à taxer d'autant plus fortement un produit ou une création, d'autant qu'elle est produite sur un lieu éloigné de son lieu de consommation. C'est quelque chose qui pourrait être aussi applicable à l'emploi. C'est-à-dire que les entreprises qui emploieraient des gens qui viendraient de l'autre bout de la France, de l'autre bout de l'Europe ou encore pire, d'un autre continent, seraient plus fortement taxés que des gens qui emploieraient des employés qui proviendraient de leur bassin de population proche. En somme, vous voulez généraliser ce qu'on appelle aujourd'hui les zones franches qui sont réservées à certaines populations dans certains quartiers dits difficiles, et on comprend la traduction qu'il faut en faire. Vous voulez les généraliser à l'ensemble du pays, c'est ça, votre idée ? Ça serait une idée, mais il faudrait ajouter qu'il y aurait des gradations. C'est-à-dire que ça s'appliquerait aussi de manière forte à l'échelon européen, parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, nous subissons l'invasion de produits et de ressources provenant de l'étranger qui bien souvent ne sont pas produits avec les mêmes normes que celles qu'on peut connaître en Europe, que ce soit des normes écologiques, que ce soit des normes sociales. Et donc, ces produits qui arrivent sur nos marchés font une concurrence déloyale aux produits que nous pouvons produire chez nous. Donc, il faut aussi le voir comme une sorte de protectionnisme à l'échelle européenne et ou nationale. Alors cependant, vous distinguez quand même du courant dit altermondialiste qui se rapproche sur certains points. Vous souhaitez quand même maintenir une économie de liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce qui vous distingue des Montebourg ou autres partisans de mouvements dits altermondialistes ? Oui, bien sûr. Déjà, la première des choses qui nous distingue d'eux, plus que finalement les questions économiques, car qui n'est pas pour la libre entreprise, qui souhaite aujourd'hui encore que l'État fasse des plans quinquennaux et décide de tout en matière d'économie. Ce qui nous distingue d'autant plus d'eux, c'est leur vision sur les questions de transfert de population, car eux, s'ils reprochent à la mondialisation actuelle placée sous un angle économique, c'est justement que les populations ne puissent pas se déplacer librement. Leur logique sans papieriste et sans frontiériste nous est effectivement absolument étrangère, et nous l'appliquons aussi avec le localisme sur les capitaux et les marchandises. Donc de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait cohérents. Jean-David Catin, donc je rappelle l'auteur de Anti-mondial pro-local, enfin un des contributeurs puisque c'est un ouvrage collectif. Vous avez également republié plutôt pour une critique positive que j'ai évoquée au cours de cette émission. Tous ces ouvrages, peut-être vous voulez dire un mot de cet ouvrage, mais ces différents ouvrages, on peut les retrouver sur un site internet. Vous avez des coordonnées où on peut vous contacter et se procurer ces ouvrages ? Alors tout à fait, le site internet, son adresse est édition, donc sans E accent aigu, donc c'est EDITION
IDONS-IDEES.com. Et donc là, il y a tous les livres à disposition dans la partie nos bouquins. Et si on n'a pas Internet, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, une adresse peut-être ? Alors, il y a une adresse postale, on peut envoyer un chèque à l'ordre d'édition ID, 5 passages du Temple vaudois, 06000, Nice. Alors Vaudois, VAUDOIS et 06000 Nice. Quand vous dites un chèque, il faut savoir que l'ouvrage Antimondial Prolocal, c'est 10 € et pour une critique positive, c'est 5 €. Donc à l'ordre d'édition ID, c'est ça ? Toujours édition ID, voilà, oui. D'accord. Jean-David Catin, merci beaucoup d'avoir témoigné en direct de Suisse, je crois, où vous travaillez et vivez. Merci et à bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, monsieur. Retour dans le studio avec Damien Rieu, le porte-parole de Génération Identitaire. Plusieurs questions d'auditeurs. Ce premier auditeur qui nous demande ce que signifie Traboul. Alors Traboul, ça vient du latin transboulare, c'est-à-dire traverser, il me semble. Enfin, en tout cas, les auditeurs de Radio Courtoisie sont toujours plus doués en latin que moi, mais ils pourront corriger. Et ce sont des passages entre les maisons à Lyon, des passages qui servaient à transporter les ballots de soie le plus rapidement possible vers les quais, qui ont servi aux canuts et aux résistants à se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons entendu donc Jean-David Catin qui est en Suisse, qui est suisse même de nationalité, qui est engagé dans ce pays. Génération Identitaire, ça s'exporte ? Vous avez des mouvements un petit peu partout désormais ? Tout à fait. Donc pour la première fois, nous avons un mouvement de jeunesse qui s'est exporté donc en très peu de temps. Nous avons tout juste 1 an et demi, 2 ans d'existence. En Autriche, en Italie, en Allemagne, nous sommes très présents. Alors, ça s'est exporté grâce à une vidéo, la vidéo La Déclaration de guerre. C'est une vidéo également qui a participé au lancement, qu'on a utilisé pour lancer notre mouvement, où pour la première fois, on voit des visages de jeunes filles et de jeunes hommes qui lisent un manifeste, enfin une déclaration de guerre justement, une déclaration de guerre notamment à la génération de 68 que nous estimons responsable de nombreux maux que subissent la jeunesse aujourd'hui. Cette vidéo a eu beaucoup de succès dans toute l'Europe et des groupes spontanés, Génération Identitaire, se sont créés dans toute l'Europe après avoir vu cette vidéo et après s'être renseignés sur nos sites internet. Voilà, donc c'est le mouvement Génération Identitaire s'est exporté très rapidement et on a été vraiment épatés par ce phénomène. Donc aujourd'hui, nous avons des Autrichiens qui mènent des actions très intéressantes également contre l'islamisation et l'immigration de leur pays. Alors les identitaires, c'est donc des ouvrages de fond aux éditions id.com. Ce sont des actions. Ce sont également des lieux d'identité, dont la Traboul, et je crois que vous avez un lieu à Nice et dans d'autres. Quelles sont vos perspectives de développement dans le futur ? Comment vous voyez les identitaires dans quelques années ? Quels sont vos objectifs ? Au-delà de la croissance naturelle du mouvement qu'on souhaite tous. Alors, pour l'instant, nous sommes relativement surpris par notre succès. Il faut savoir que nous sommes, en 2 ans, nous avons dépassé tous les mouvements de jeunesse français. Nous avons 33 000 supporters sur Facebook, juste devant nos camarades que je salue au passage du Front National de la Jeunesse, mais nous sommes loin devant les jeunes socialistes, par exemple, qui ont que 16 000 supporters sur ce réseau social. Donc on a eu un grand succès. Je pense qu'on est très connu chez les jeunes français. Donc on doit gérer tout ce succès-là. On a également multiplié tous nos moyens, on a multiplié nos impacts, etc. Donc déjà, on a appris à gérer ce succès-là. Maintenant, pour l'avenir, écoutez, on a cette campagne Génération Anti-Racaille, on a le camp identitaire chaque année, on a des événements, des manifestations, des associations et des lieux, comme vous l'avez rappelé, à faire vivre. Il y a du boulot, il y a un pays à reconquérir et voilà, il faut le faire sur tous les fronts, le front électoral pour les municipales et toutes les associations, toute la métapolitique possible tout le reste de l'année. Alors sur un autre sujet, on est parti un petit peu à l'international sur le développement des générations identitaires, mais on parlait d'une autre question puisque vous rentrez vous-même de Syrie. Donc vous êtes au cœur de l'actualité. La Syrie, je vais dire quelques mots avant de vous nous expliquer un peu pourquoi vous êtes parti, ce que vous avez fait et quelles leçons vous avez tirées de cette expérience. Dans la nouvelle édition de sa chronique du choc des civilisations, le géopolitologue Émeric Chopradre consacre 2 chapitres à la Syrie. L'un sur la position stratégique de la Syrie au Moyen-Orient au regard des questions énergétiques. L'autre sur le conflit entre le régime bassiste
et les islamistes. Depuis la fin de la guerre froide, pour résumer à peu près le propos d'Aymeric Choprade, il y a une forte volonté américaine notamment de casser la dépendance de l'Union européenne au gaz et au pétrole russe, donc la création d'oléoducs, de gazoducs, projet Nabucco qui passe par la Turquie, mais qui manque d'approvisionnement, et la Syrie est ici un peu le point de passage obligé. Il nous rappelle sur cette question énergétique qu'en novembre 2010, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont demandé à la Syrie de passer par son territoire pour alimenter l'Europe en gaz. Refus syrien, soutenu par la Russie. Quelques semaines plus tard, en février 2011, les premiers troubles éclataient en Syrie, troubles amplifiés par le soutien des islamistes, soutenus par l'Arabie Saoudite et le Qatar, et l'action des Français, des Américains et des Anglais. Sur la question de l'affrontement politico-religieux, pour rappel, c'est un ancien conflit entre partisans d'un régime autoritaire plutôt laïque et des islamistes soutenus par les monarchies du Golfe et l'Occident notamment. En Syrie, il y a 80% de sunnites, 10% d'alaouites et 10% de chrétiens. Alors on le sait que les alaouites contrôlent le pays, mais qui sont perçus par les sunnites comme des hérétiques, et donc contre eux tout est permis, sans doute la mort s'ils perdent le pouvoir. Donc avec le régime d'Hafez el-Assad, c'était l'arabité qui primait l'islam depuis 70, la date du coup d'État d'Hafez el-Assad précisément. Avant, les alaouites, comme les chrétiens, les druzes, connaissaient que persécution par les sunnites. Alors Aymeric Choprade, dans sa chronique, nous rappelle comment ils ont pris le pouvoir, ce qui s'est passé à l'indépendance en 1943, comment une petite minorité de 10% des habitants contrôle ce pays. Et la raison principale, ce sont que les sunnites, embourgeoisés, ont laissé, de manière assez classique dans l'histoire, le métier des armes aux plus pauvres, c'est-à-dire aux minorités, les alaouites, les chrétiens et les druzes, qui se sont un peu coalisés et qui ont pris le pouvoir. Donc la guerre civile à laquelle nous assistons est un vieux conflit qui avait été déjà extrêmement violent dans les années 80, avec l'extermination à Alep, le meurtre à Alep d'un certain nombre d'officiers alaouites qui avait donné lieu à une répression importante du régime en place et qui avait rasé un des foyers des islamistes, une ville entière. Alors vous, monsieur Rieu, vous revenez de Syrie, vous avez passé plusieurs jours là-bas, je crois, pour soutenir les chrétiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passé ce séjour ? Oui, tout à fait. Alors c'est une initiative qui est indépendante de mon engagement politique. Donc c'est avec l'association Noël en Syrie qui a décidé de convoyer 4 tonnes de jouets à destination des jeunes chrétiens d'Orient, des enfants, des chrétiens de Syrie. Moi j'y suis allé pour ces raisons-là, par solidarité, pour passer Noël avec ces gens-là, et puis aussi parce que je m'intéresse à toutes les sociétés multiculturelles dans leurs conséquences. Donc je suis allé au Kosovo également pour voir et pour travailler dans l'humanitaire, mais aussi pour voir comment ça se passait, la société multiculturelle poussée à son paroxysme, c'est-à-dire la guerre civile. C'est également une autre forme différente en Syrie, mais c'était du point de vue politique très intéressant d'aller voir un petit peu comment ça se passait, et ça m'a encore plus motivé dans mon engagement politique, puisque c'est évidemment quelque chose que nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas dans notre pays et contre lequel il faut lutter tous les jours. À ce sujet, vous parliez du Kosovo. À noter la sortie par Nicolas Mirkovic du Martyr du Kosovo, préfacé par Jean-Louis Tremblay aux éditions Picolec, le Martyr du Kosovo. Alors vous êtes donc parti en Syrie pour voir notamment comment était organisée une société multiculturelle. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Quels enseignements vous en avez tirés ? Écoutez, c'est assez compliqué de résumer la Syrie, et d'autant que je suis pas spécialiste, mon expérience est quand même assez courte, mais disons que la société multiculturelle ne fonctionne qu'avec un pouvoir extrêmement fort, je dirais. Ce qui n'est pas un pouvoir fort n'est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas voilà, elle peut fonctionner à condition qu'il y ait un pouvoir qui dise vous devez vous entendre, voilà. Mais au quotidien, c'est quand même très compliqué, et puis on voit bien que ça débouche régulièrement sur des guerres. On voit bien que les intérêts étrangers se mêlent immédiatement à ce qui se passe dans votre pays une fois que vous avez des communautés.
Voilà, donc c'est très compliqué. C'est évidemment ce que je ne souhaite pas, cette libanisation de la société en France, et pour lequel je combats. On est également passé à Beyrouth, qui est aussi une ville emblématique de la société multiculturelle, et Beyrouth où on se sentait beaucoup moins en sécurité, j'ai trouvé, qu'à Damas. On sent, et tout le monde nous l'a dit là-bas, que dans 2-3 ans, la guerre va être de retour à Beyrouth, et la guerre, effectivement, entre plusieurs cultures, plusieurs pays, plusieurs ingérences dans un même pays. Voilà, donc le modèle de société que nous ne voulons pas. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager ? Il y a toujours des choses qu'on vit, qu'on voit. Vous êtes lyonnais, vous avez peut-être vu cette ville devenir un peu multiculturelle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, des événements ? L'origine de mon engagement, pour faire simple, c'était au collège. Moi, j'ai manifesté en 2002 contre Jean-Marie Le Pen au second tour. Et puis, 2 années plus tard, j'ai vécu au collège, si vous voulez, la transition ethnique au moment où les petits Français de souche sont devenus minoritaires dans le collège. Et donc, j'ai bénéficié de toutes les richesses de l'immigration, et voilà, c'était un choc, une révélation. J'ai pris conscience, par exemple, que j'étais blanc alors qu'avant je n'y avais jamais pensé, à cause du racisme anti-blanc, et j'ai pris conscience que je n'étais pas musulman, puisque je me suis retrouvé dans des classes où j'étais le seul non musulman de ma classe. Donc voilà, j'ai vécu un petit peu, si vous voulez, ça, et c'est le choc du réel qui m'a obligé à m'engager et qui aujourd'hui me porte. Sur le racisme anti-blanc, là encore, les éditions ID, vous avez publié un ouvrage de Gérald Pichon. Oui, tout à fait. Les identitaires, depuis 10 ans, dénoncent le racisme anti-blanc, bien avant Jean-François Copé. Et Gérald Pichon, qui est le spécialiste du racisme anti-blanc en France, a sorti un livre qui s'appelle Sale blanc et que je vous conseille, qui répertorie et explique un petit peu ce phénomène. On recevra cet homme à l'antenne de Radio Courtoisie, je l'inviterai dans une prochaine émission, sans doute aussi avec Nicolas Mirkovic, l'auteur du Martyr du Kosovo, pour essayer d'étudier et de creuser un petit peu ces différentes questions. Toujours pour revenir aux identitaires et aux actions que vous menez, vous parliez de projets de développement d'autres maisons de l'identité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ou pour l'instant c'est un peu prématuré ? Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, tout simplement parce que c'est des projets qui sont très longs à mettre en place. Il faut d'abord s'installer dans un quartier, il faut construire, il faut faire des travaux. À Lyon, par exemple, on a mis 6 mois avant de déclarer publiquement qu'on avait ouvert notre maison, on avait 20 000 euros de travaux, etc. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, mais il y a des projets dans plusieurs autres villes. Voilà, et donc vous en serez sûrement au courant quand on pourra vous le faire savoir. Mais voilà, pas pour l'instant, malheureusement. Aujourd'hui, oui, je vous laisse terminer votre phrase. Par contre, voilà, je vous invite pour le nouveau projet que nous avons à Lyon, à savoir donc ouvrir une salle de sport pour répondre un petit peu aux besoins de la jeunesse qui nous demande d'avoir des clubs sportifs, des clubs de défense où ils ne croisent pas les racailles qui les agressent. Donc pour ce projet, nous avons beaucoup de travaux à mener. Vous trouverez également tous les détails sur notre site lyonlemelor.com. Alors les détails n'y sont pas encore puisque je viens de vous annoncer la primauté de cette nouvelle. Merci Damien Rieu, merci d'être venu à Radio Courtoisie pour présenter votre mouvement, vos actions et puis vos projets de développement. Je me tourne vers les auditeurs qui ont envoyé énormément de messages que je reçois un peu tardivement, notamment sur la première partie qui concernait le jour de colère, cette manifestation qui aura lieu dimanche 26 janvier. Je vais lire les messages des auditeurs. Premier auditeur, si la manifestation va jusqu'à la place Vauban, alors je rappelle que cette manifestation commence place de la Bastille à 14h et se terminera non pas place de l'Opéra mais place Vauban sur une demande de la préfecture. Un auditeur souligne sa préoccupation quant aux dérives totalitaires de ce gouvernement qui entend interdire de manifester et bientôt de censurer Internet. Est-ce que la censure d'Internet, Damien Rieu, c'est quelque chose que vous voyez venir, que vous vivez, puisque vous êtes très présent sur Internet ? Oui, effectivement, on voit bien que le réseau social, par exemple Twitter, dérange, mais il n'est évidemment pas censurable puisque Twitter c'est l'instantané, donc la censure a posteriori ne servira à rien. Donc on voit encore que des gens qui n'y connaissent rien vont faire des lois sur ce sujet-là. On a aussi les difficultés du site F de souche à perdurer avec beaucoup de procédures contre lui pour survivre. Donc évidemment, la liberté du web, de l'internet est un enjeu fondamental pour nous et nous devons tous lutter sur ce sujet. Un autre
autre auditeur nous dit: je vous trouve bien optimiste. Valls vient d'appeler la gauche à combattre avec la même vigueur les intégristes catholiques et les revendications religieuses dans les banlieues. Une première menace vient, selon lui, des intégristes de l'ultra-droite catholique, rejoints par une partie de la droite, lors des débats sur l'avortement et sur le mariage homosexuel. Propos qu'on peut retrouver sur le Salon Belge. Il faut souligner évidemment l'action de tous ces sites d'information et de réinformation, le Salon Belge, ndf.fr, F2 Souche, Novopresse, et puis pour la réinformation, Polémia, Le Rouge et le Noir, et j'en passe encore. Un autre auditeur nous dit: je voudrais juste signaler à Madame Bourges que demander la démission du colosse au pied d'argile ne suffira pas. Il serait immédiatement remplacé par un autre pion au sol de l'oligarchie. Je continue. Un auditeur nous signale que les problèmes d'insécurité dont nous parlions existent sur les lignes de train de banlieue depuis le tout début des années 80. Ensuite, un auditeur nous dit que M. Traudec et les bonnets rouges ne font pas partie de l'oligarchie, ils se battent seulement pour leur patrie, la Bretagne. Alors attention à ne pas mélanger M. Traudec et les bonnets rouges. Il n'est pas tous les bonnets rouges, M. Traudec, et il n'a été dit que les bonnets rouges faisaient partie de l'oligarchie. Je crois que notre invité considérait que M. Traudec, lui, en faisait partie. Un auditeur nous signale que ce matin, Thomas Legrand, dans l'émission de Pascal Clark, au sujet de la manif de dimanche, le jour de colère, donc du 26 janvier, a dit que l'on parlait de la possibilité de 10 à 20 000 personnes, ce qui est énorme selon lui. Voilà, un autre auditeur nous demande où se termine la manif du 26 mai. Je vous le rappelle, du 26 janvier, pardon. Elle commence place de la Bastille à 14h, elle se termine place Vauban. Autre annonce, avant de terminer notre libre journal des idées politiques, que vous pouvez entendre toutes les 4 semaines. Une conférence organisée par l'AFC de Versailles vous invite à une conférence débat de Patrice André, essayiste et juriste, le mardi 28 janvier à 21h sur le thème du genre, le genre à l'école, parents, enseignants, êtes-vous informés ? 28 janvier à 21h. Les AFC de Versailles, vous pouvez les contacter au 01 30 21 03 03. 01 30 21 03 03. Également, toujours les AFC catholiques de Versailles, ils m'ont l'air très actifs. Le même jour, à 21h. Non, c'est la même conférence, présentée différemment. Un autre mouvement nous appelle à sauver l'église Sainte-Rita, à une manifestation le 29 janvier, mercredi 29 janvier à 18h, 27 rue François Bonvin, Paris 15e. 29 janvier 18h, 27 rue François Bonvin, Paris 15e. À noter également pour les étudiants et jeunes actifs qui souhaitent se former à la fois sur le plan intellectuel et pratique, les séminaires de l'Institut de formation politique. La prochaine session aura lieu les 31 janvier, 1er et 2 février. Informations et inscriptions sur le site ifpfrance.org ou alors par téléphone 09 51 64 30 25 09 51 64 30 25. Chers auditeurs, encore une fois, merci à la technique qui a permis la réalisation de cette émission, et puis nous nous retrouvons dans 4 semaines pour une nouvelle édition du Libre Journal des idées politiques. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des idées politiques, dirigé par Max Lebrun, diffusé en direct vendredi 24 janvier 2014 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, samedi dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.